en direct d'Elne avec Richard Meyer. On voit, j'ai amené ce qui reste de mon chat Rasputin, dont j'ai fait une bonnette pour interview. Alors, Richard Meyer, que moi j'ai connu, on va citer Jean-Michel Féline, oui. qui nous manque, mon Dieu, qui absolument, nous manque. Absolument. Qui parlait comme ça. Oui. Donc, qui était conservateur de la forteresse de Sals, mais pas que. J'ai encore des films avec lui, pas tant que ça d'ailleurs, étonnamment. Et donc, un soir, il dit: je t'invite à manger à la maison, il y a Richard Meyer, l'éditeur de livres d'art. C'est là qu'on s'est vu chez lui, quoi. Donc voilà. Et on mangeait bien, on buvait bien. Oui, absolument. Oui. Et on a sympathisé, ça fait près de 15 ans. J'ai pas mal travaillé avec, à l'époque où il était là. Oui, parce que j'ai fait des livres. Plus qu'une forteresse. Oui, j'ai fait des livres à l'occasion d'expositions, notamment avec, comment ça s'appelle, Serge Pey, et puis d'autres auteurs. Quoi, voilà. Alors Serge Pey, dont on reparlera, puisque c'est à cette occasion que c'est lui qui m'a suggéré que ça serait bien qu'on se voit. Parce qu'il est utile. Oui. Je parle d'Alain Potier. Donc, alors, on va commencer. Donc, toi, tu es né en Lorraine. En Lorraine, à Thionville exactement, en 1944. Voilà, et l'idée, c'est ton goût pour l'art, il date de quand? Oh, ben ça commençait très jeune, puisque avant d'aller aux Beaux-Arts, je faisais des peintures comme tout le monde. Je peignais le dimanche, j'étais un peintre du dimanche. C'était assez amusant d'ailleurs. Je faisais tous les week-ends une peinture avec les aides de mon grand-père m'aidait. Je prenais des bouts de bois. On va demander à Alain de la fermer. Merci. Je prenais des bouts de bois qui venaient de toiture, enfin des choses comme ça. Et puis plus tard, ça a été la grosse chose dans ma vie. Je pense que ça a été déterminant. J'étais fiancé avec une Allemande, et mon père qui était allemand, pour me séparer de cette fille, a eu l'idée de m'envoyer aux États-Unis où il y avait ma marraine. Et donc à 16 ans, j'ai débarqué pendant quelques mois aux États-Unis. Évidemment, ma marraine m'a amené voir les musées. Et là, il s'est passé un truc. Alors c'était où? Aux États-Unis? À New York. À New York. Donc le MoMA, le fameux. Voilà. Alors ce qui s'est passé, il y a eu un truc vraiment très curieux. Encore aujourd'hui, je ne comprends pas. Je suis tombé bouche bée, on peut dire, devant la Malevich, le carré noir. J'avais 16 ans. Je n'avais aucune culture, si tu veux, un peu plus de la peinture plus récente. Moi, j'étais resté à Corot, des choses comme ça. Je faisais des copies de Corot, des choses comme ça. Alors, il faut expliquer qui fait de la peinture légère, on va dire. Oui. C'est pas de l'aquarelle. Mais ça me semblait déjà intéressant. Mais évidemment, tomber sur Malevich et Louise Nevelson, des choses comme ça, bon, ça m'a ouvert des horizons. Et en rentrant, d'ailleurs, je me suis abonné à une revue du MIT qui était faite par John Cage. Il parlait d'art, parce qu'à la base, c'est des scientifiques. Oui, des scientifiques. Mais lui, John Cage, il dirigeait la revue à l'époque du MIT. Ah bon? C'était la Black Mountain, avec des gens très intéressants que j'ai découverts plus tard. Parce qu'une vie, en fait, et ma vie particulièrement, elle est faite de collections, de choses, de lectures. J'ai besoin d'être ébranlé. Et donc, chaque fois que je suis ébranlé, je prends des notes, etc. J'ai l'impression de gravir, de prendre mon chemin, de prendre un chemin. Évidemment, ces chemins-là, au bout d'un moment, je m'aperçois aussi que j'étais en train de m'éloigner des miens. Et donc j'ai beaucoup travaillé autour de la notion de géographie, de savoir où j'étais, le territoire dans lequel, où je me situais. Et donc maintenant je me situe de plus en plus dans ma tête, dans l'imaginaire. De toute manière, c'est là qu'on est vraiment. Voilà, dans la construction. Et donc mes derniers livres font référence à ça. Je viens de faire 17 livres dernièrement. Oui, parce que autour de cette question. T'en as fait plus de 600. 650. Voilà, donc 17 livres, c'est rien. Je fais 17 livres consacrés au temps. Mais je fais mes livres avec la machine qui est là, un peu comme c'est une machine. Je me sers d'une machine, je suis moi-même une machine. Et donc, quand je fais ces livres, la machine, elle m'aide à... Tu as entendu la maîtrise, l'homme-machine. Oui, l'homme. Si tu veux, ce qui est intéressant avec la machine, et notamment un trait fait avec une machine,
c'est que ça n'a plus rien à voir avec le trait avec un pinceau. Ouais. Évidemment, c'est frustrant parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de sensibilité. Et pour remplacer et pour amplifier ce qui manque, j'amplifie avec le cerveau. Donc, évidemment, une pièce de résonance, si j'étais par exemple, alors, dans mes grands coups qui m'ont beaucoup marqué sur les cahiers de Valérie. Ouais. Quand j'ai découvert les cahiers. Oh là, on le dira parce que. Ouais, quand j'ai découvert. On pourrait croire que c'est destin. Voilà. les cahiers de Valérie, j'ai découvert ça à Beaubourg, des rayons énormes. Ils ont mis plusieurs années à la Bibliothèque nationale pour faire les facsimilés des cahiers. D'accord. Et aussi, alors, je m'intéressais particulièrement aux facsimilés parce qu'au début, mes livres, comme avec Massé, des choses comme ça, il n'y avait quasiment jamais de texte. Ça s'appelait voix, mais en fait, il n'y avait pas encore la voix écrite. Il n'y avait pas de son. Il n'y avait que l'image. Et donc, dans ces livres-là, je faisais beaucoup de facsimilés de carnet parce que cette espèce de carnet qui est une sorte de machin foutraque avec plein de choses qui vont dans tous les sens, ça m'intéresse de voir ce bruit qui est produit par les artistes qui ne sont pas encore classés, qui ne sont pas mis au mur, qui sont dans des boîtes. C'est intéressant, tu paries sur un jeune poulain et tu vois s'il voilà, il devient abrasif. Voilà. Et donc, par exemple, ayant vu voir ce phénomène, quand je travaillais avec des artistes, par exemple, notamment avec Joël Hubaut, quand ils m'envoyaient des maquettes, je leur ai dit, envoyez-moi surtout, pas votre maquette à vous, mais envoyez-moi des boîtes avec tout ce que vous voulez que je publie. Et donc, moi, je suis heureux comme un pape. J'ouvre la boîte comme on va dans un grenier, on ouvre le truc, et puis là, je le fais constamment aujourd'hui. Quand je reçois des choses d'artistes, je reçois un vrac que j'organise, et maintenant, quand je travaille sur mon ordinateur, je travaille sur une sorte de grande fiche qui est une partition. Et donc, j'organise ma chose. Alors toi, tu es une bande de jeunes à toi tout seul, parce qu'en gros, tu es comme le capitaine, le seul maître à bord après Dieu, dans cet atelier. Oui, un peu. Là, on est au 3e étage. Oui. Que j'ai d'ailleurs dessiné, parce que la maison, pour moi, c'est quelque chose d'important. Dans cette chose sur la géographie du livre, à un moment donné, j'ai dessiné cette maison avec l'étage où j'étais, avec l'ordinateur. Il y a une pièce presque comme une épure d'architecte, et je l'ai située dans les directions nord, sud, est, ouest. Pour moi, les orientations sont quelque chose de très important. Tu fais du feng shui, ça aussi. Oui, non, c'est le feng shui, c'est quelque chose de très important, quoi, parce que moi, je suis occidental. Alors oui, non, mais le feng shui, notamment les Chinois, ils ont tendance à faire un retournement, le fameux jardin du Rianji, avec la pierre, avec les choses autour. Nil, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais important par exemple avec la mer autour. Donc ils disent qu'ils retournent le truc, la mer, ça devient le territoire, et l'île, ça devient la mer. Enfin, tu vois, il y a des choses fabuleuses. C'est comme dans leur essai de perspective, comme dans des boîtes, tu vois, avec des sortes de... Comme au théâtre, avec les paravents, les trucs... Enfin voilà, donc l'espace pour moi c'est cavalier, mais sans cheval. Voilà, absolument. C'est très important. Et donc l'espace du livre que j'ai découvert et que j'utilise de plus en plus, c'est tellement important. Et c'est pour ça que je fais beaucoup de livres maintenant, pour moi, ce que je faisais jamais quand j'étais à Metz. J'ai fait 1 ou 2 livres. Donc tu es arrivé ici quand je suis arrivé il y a un peu plus de 20 ans, en 2004 je crois. C'est à peu près là que c'est connu, voilà. Puisque Jean-Michel m'a annoncé l'arrivée d'un éditeur. Voilà, c'est là que j'ai été assez bien accueilli par les artistes. Et j'ai fait par exemple des livres intéressants avec, comment ça s'appelle, avec Lost, avec je sais plus, il y avait un livre avec comme ça s'appelle celui qui fait des bandes sonores, machin, qui travaille sur un petit piano. Ah oui, comme Lad, et puis il y avait des écrits de... Oui, parce qu'il y a tout un univers comme Lad qui dépasse le stade des instruments. Donc là, par exemple, le premier livre que j'ai fait ici a eu un gros succès, pour la bonne raison que Lost, je l'avais fait faire des couvertures peintes originales. Ah ouais. Et comme le livre, on le vendait, je crois, 600 €, l'original valait au moins 1000 €, donc on a tout vendu à l'imprimerie.
En une après-midi, on a vendu 16 mais est-ce que millions. tu t'es retrouvé largement? Ah bah oui. J'aime pas parler argent, mais, Non, mais que ça permet de flotter, tu vois. Non, mais je flotte depuis un certain temps. Non, il n'y a pas de... Mais quand on fait tout soi-même, le prix se réduit. Il faut beaucoup d'énergie, hein, il faut beaucoup de courage. Oui, non, parce que toi, je te vois cavaler dans ta maison avec des escaliers que je monte péniblement, mais oui. Toi, tu es jeune, moi oui. J'étais déjà vieux à la naissance. Donc... Bah, non, mais il faut beaucoup de courage. Hein. Par exemple, le dernier livre que j'ai fait, ça c'est la miniature. Ah oui. Tu peux m'amener l'original là? Alors tu l'as fait avant les allumettes. Oui, alors les allumettes, parlons des allumettes, c'est une aventure extraordinaire. Les allumettes, je vais te raconter l'histoire. Les allumettes, il y avait une réunion ici avec des conservateurs du musée, je souvent raconté ça. Ouais. Donc il y avait une table ronde, et c'est comme dans un monde, c'était assez mondain. Donc on demandait à tout le monde de se présenter, de voir qu'est-ce que vous allez faire demain, oui. Plus tard. Donc quand c'était mon tour, je dis, comme les autres avaient montré des projets extravagants, je dis, moi je vais faire des boîtes d'allumettes, tout petites. Comment ça, des boîtes d'allumettes? Non, en dessous, c'est toute une pile. Et donc, quand j'ai fait ça, et en plus ça, je dis, en plus ça, la première que je vais faire, ça va être avec Roger Estève. Oui. Je ne savais pas. Comme Non, avec Roger comme Estève, voilà, avec Roger. Et donc, c'est lui qui a fait la première boîte. Ça tombait super bien. La première boîte, l'année-là, il était invité au truc de Touromachie à Serré. Ouais. On a sorti la boîte. Et quand j'ai vu le succès de ça, alors, tout vendu, c'était à 5 €. Oui. Je me dis, mais bon sang, il y a quelque chose là. C'était vendu à Torcatis, oui. Notamment. Et à l'époque, j'ai acheté des boîtes d'allumettes, d'allumettes que je vidais. Tu foutais le feu à l'ode et... Non, j'enlevais les allumettes et je mettais dans mon projet d'allumettes. Et donc, au bout d'un moment, je ne pouvais pas suivre. Donc j'ai commandé par paquet de 5000 des boîtes aux Chinois qui au début ne voulaient pas les vider. Donc j'ai encore vidé une seule fois. J'ai dit maintenant je vous en commande le deuxième, les 10 000. Je vous commande 10 000 boîtes, mais sortez-moi. Donc c'est pour ça que je sais le nombre. Donc j'en ai fait 36 000. C'est un succès éditorial énorme. Puis c'est génial, c'est-à-dire que tu tiens l'œuvre d'un artiste qui tient dans une boîte. Dans une boîte. Ah oui, mais c'est ça le... C'est comme du rancio sec en version artistique. Alors voilà, par exemple, pour vous donner une idée, puisqu'on en parle, voilà Isidore Izou. D'accord. Un lettriste. C'est qui ce garçon-là? Alors, Isidore. Est-ce que Alain Potier, il tenait à montrer ça parce que... Oui, voilà. La rétrospective. Oui, voilà. Oui, c'est la rétrospective. On va couvrir, voilà. Il y a une cohérence. Finalement, c'est bien, Alain Potier. Il a introduit la cohérence. Voilà. Moi, j'aime un certain chaos. Alors, voilà, par exemple, Isidore Izou, c'est un lettriste. Ouais. Un sacré teigneux. Qu'est-ce que tu appelles un lettriste? Le lettriste, tu connais les gens lettrés? Non, le lettrisme, c'est un mouvement artistique très important qui a pris comme base la laiterie, la lettre, et qui a aussi tourné un peu dans ce que je te disais tout à l'heure, en arrière vers les signes, vers les pétroglyphes. Donc tout ça, ce travail... c'est un sémioticien. Un sémioticien artiste. Il dessine des signes, mais qui correspondent à quelque chose. Et donc il y a des livres entiers faits de signes. J'en ai fait un notamment avec un certain Sabatier qui dirigeait une collection lettriste. J'ai fait un livre qui a été montré à la Biennale de Venise quand même. Non mais c'était extraordinaire. Donc un livre qui est d'une merveille. Et voilà donc le livre de Isidore Izou. Ça c'est autour de la critique du ready-made avec Marcel Duchamp. Et ça a été fait avec une très bonne galerie. Alors, légèrement, voilà. Alors par exemple ces choses-là... Si Alain peut faire la photo du monsieur... Là, livre de lettriste avec Marcel Duchamp, etc., avec un très beau texte. Alors Marcel Duchamp, c'est le fameux auteur de La Pissotière. Voilà, absolument. Parce qu'on a retenu que ça, il a fait autre chose. Il a fait... Alors voilà, par exemple, un titre tout à fait isouien dans la critique du ready-made du point de vue de la méca-esthétique. Voilà. La méca-esthétique, donc représentant Dada, Fontaine, enfin de ça. C'est un mouvement donné. Et donc ce mouvement-là, évidemment, je le connaissais, donc j'ai beaucoup travaillé. Ça a été connu ce mouvement-là? Ah oui, très connu. Très connu. Ça m'a échappé. Ah non, c'était un mouvement... Moi, je suis peinture italienne, alors évidemment. Ah oui, non, c'est un mouvement très important.
qui a donné d'ailleurs une chose avec les gens avec qui j'ai travaillé. Quand j'ai produit de la poésie, par exemple, j'ai travaillé beaucoup avec ce qu'on appelle les sonores. Donc c'était la poésie sonore ou la poésie visuelle. Donc évidemment, j'ai travaillé avec des gens comme ça. Donc, entre autres, Henri Chopin. Henri Chopin, c'est l'inventeur de la poésie sonore. Oui. Donc j'ai publié plein de textes de ces gens-là. Donc ça, c'est là qu'enfin mes éditions Voix s'appelaient vraiment Voix, oui, dans le bon sens du terme, puisque c'était davantage du son que de l'écrit. D'accord. Donc c'est là qu'il y a eu une logique dans mes éditions. Enfin une logique, avec la production de textes, mais des sonores. Mais sinon, ça peut être surréaliste, oui, dada, oui, et dire des trucs qui n'ont rien à voir avec les chevaux. Oui, mais bon, moi, mon travail, c'est comme ça, quoi. Comme par exemple dans les livres que je fais maintenant, j'ai tellement reproduit de choses de ma vie, d'artistes, d'autres artistes, de mon propre travail. J'ai eu l'idée, je pense que c'était une très bonne idée, de faire des livres où j'ai toujours fait des trous dans ma vie. Dans ma vie, j'ai trouvé beaucoup de livres. Pour moi, c'était non, mais c'est une sorte de passe-muraille. Pour moi, le trou dans un livre, c'est un vortex. Oui, c'est un passe-muraille. C'est-à-dire, on est déjà de l'autre côté. Autant, par exemple, la traversée de Mallarmé, on va d'une page gauche à une page droite, on a une planche. Autant avec le trou, on va dans le livre même, on traverse. Évidemment, la Mouse's Tale de Lewis Carroll, elle fait référence à ça, au ver qui bouffe le livre, etc. Donc tout ça, c'est aussi avec l'imaginaire, on amplifie tout ça, ça donne des choses assez bonnes. Alors Lewis Carroll, rappelons que c'est le papa d'Alice. Voilà, Alice au pays des merveilles. Alors pour les livres que j'ai pu faire, donc j'ai non seulement fait un trou, mais j'ai découvert, j'ai fait un grand espace vide, un après l'autre. Au lieu de reproduire quelque chose, il n'y avait plus de reproduction. Et donc j'ai eu la bonne idée de plier ces livres et de rejeter les choses à l'extérieur. Alors, je vais vous montrer. Tu peux couper éventuellement. Non, je ne sais pas direct, si tu veux. Je vais vous montrer. Mais parle en même temps, on t'enregistre. Je vais vous montrer, par exemple. J'ai trouvé, c'est ça, Richard. C'est l'intérieur d'un côté et la couverture de l'autre. Ah oui, dissoudre les graines. Son dernier livre, donc. Tu peux parler quand il n'est pas là, tu vas voir. Si ça correspond à ce qu'on fait, tu vois. Oui, et oui. Et Richard nous parlera après de quoi il est actuellement. Des 17 ans. Voilà, il nous parlera de ça après. Voilà. Il est où? Ah, il est revenu. Alors là, par exemple, une défenestration dérogatoire. Donc ça c'est pas mal. Ça, j'aime bien ça. Voilà, c'est au KGB, on pratique. Voilà. Le KGB, on pratique beaucoup les défenestrations. Donc moi, j'ai défenestré l'image. Je l'ai rejetée. Donc il y a comme un pot de fleurs. Et puis là, donc ce qui se passe, c'est que là, c'est des trous petits. Hein. Il y a tout qui est rejeté vers l'extérieur. C'est des livres d'enfants, mais pour adultes. Voilà. Tu te souviens de ces livres qui souffrent? Alors, là, par exemple, j'aime beaucoup le terme déshabiller le livre de ses reproductions, désillusionner le verbe, désinhiber la main. Comme si la vie n'était que désir violent, désireux et désir indolent. Voilà. En fait, tu fais des portes. Chaque livre est une porte. Oui, c'est un peu ça. Alors maintenant, un peu dans le désordre, puisqu'on parlait de Leporello, des choses comme ça. Alors là, par exemple, l'extraordinaire Leporello, qui fait... Pour moi, Leporello, c'est le valet de Don Juan. Oui, là, c'est le valet du livre, parce qu'il y en a beaucoup qui considèrent qu'un Leporello n'est pas un livre. Donc on reste toujours, on est valet. D'accord. Alors voilà, le valet de... Bon, ça fait 24... Mets-nous Ah bah celui-là, il fait... Non, mais deux pages par deux pages, parce que pas de temps, enfin, je vous montrer vous allez voir les pages de la fin, j'aime beaucoup. C'est une sorte de bateau ivre de... Ah oui, c'est magnifique. Et donc, l'artiste s'appelle Leporello. Alors non, l'artiste s'appelle Sylvie Zelig, qui a fait un très beau travail au Musée d'Art Moderne de Lyon. Donc ça a duré 3 mois, ça a eu un gros succès médiatique. Et en fait, elle raconte toute l'histoire du XXe siècle à travers des artistes. Il y a plein de sous-entendus autour d'artistes, de designers. Ça fait Bosch sans l'enfer. Oui, voilà. Et donc, comme il y avait ce grand livre-là,
J'en ai fait 24 exemplaires. Ouais. Ils sont vendus à 900 €. Ouais. On en a vendu, je crois, 14 ou 16, je ne sais plus encore. On en a vendu 16. Est-ce que Et j'en ai fait un petit. réimprimer tes livres? Ah non, celui-là, il est limité. Hein. Oui, Parce non, que mais et à chaque si fois, le goût, prix du livre vient de. Bon, il n'y a Oui. pas le dessin oui, original, vient du dessin original, quoi. Celui-là, d'ailleurs, c'est pas un bon. Alors, j'en ai fait un petit, quoi, voilà, mais qui fait 4 mètres. Donc, voilà pour celui-là. Je vais chercher un autre livre. Ouais. Voilà. C'est extraordinaire et c'est pas extraordinaire. Je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps. J'ai fait l'interview de Jean-Jacques Hano et pour moi c'était extraordinaire. Il y avait un an aussi pour nous, on était comme des enfants et je me suis aperçu que quand je racontais ça aux gens dans toute 50 ans, tout le monde s'en foutait. Ils ne savaient même pas qu'il avait existé. Donc c'est vraiment... mais c'est comme le rancio, c'est toute une éducation pour venir chez toi. Où sommes-nous? Alors voilà par exemple un exemplaire de travail. Alors, Là, encore ça un, ressemble à du massé de loin. voilà un exemplaire de travail. Bah, c'est un peu le geste, on peut dire, presque Alors, de massé Matisse. en collage et découpé. C'est un peu matissien, on peut Ouais. dire même. Oui. Donc ça, c'est un travail que je fais avec Michel Bobot, avec qui je viens de faire 3-4 livres. Donc vraiment devenu un très bon ami. Ouais. Ça, c'est l'exemplaire de travail. Parce que moi, je fais un peu comme les prototypes de voitures, des rivets. Bon, là, j'agrafe, mais je colle pas. Donc ça, je le fais un peu pour moi. Donc pour me Alors, Pour me celui-ci, combien nourrir. d'exemplaires? celui-là, je crois qu'il y en a eu 12, je sais plus. On en fait très peu. Et il est sorti quand? Il est sorti il y a 2 mois. Ah oui, c'est récent. On le Ça, c'est trouve récent. encore ou... On le trouve. Dans toutes les épiceries et boulangeries, bien non, sûr. mais je l'ai pas montré. Ici, Ah. il n'est pas. Il n'est pas sur ton site? Si, il est sur mon site. Ouais. Voilà. Ah, Donc, c'est une si tu veux. exclusivité. Voilà. quoi. Donc je l'ai pas mis. J'en ai un peu marre quand j'ai fait quelque chose de le montrer, un peu comme. Si tu avais des domestiques, Ou comme tu leur oui, ferais non. faire. L'idée la presse a beaucoup joué là-dessus. Tu veux un peu comme un pêcheur à la ligne, c'est attraper un gros poisson, là, tu as de la presse. Hein. Il faut qu'il soit très grand, quoi. Tu le montres, toi, le bon. Donc l'artiste est peu connu, on revient à ses poulains par qu'on choisit. exemple, lui, il est très connu, donc il a travaillé chez Meg quand même. Donc, Ouais. Enfin, très connu dans l'art contemporain, ça ne veut rien dire. C'est mais que là, le grand public, déjà les le grand peintres public, non. Da Vinci, ils connaissent parce que Ouais, Mad non, mais Power, bon, oui. mais pour le reste, non, mais ça, on va pas en mettre ça tous les marche, jours. Quoi. Voilà, ça l'usine marche du comme temps. ça. Alors, l'usine du temps. Donc, la concomitance, on revient à ça. Ouais. Et donc là, j'ai eu l'idée, après ça m'a étonné, je me suis dit, mais bon sang, qu'est-ce qui t'est arrivé? Le premier truc que j'avais envie de faire, c'était une liste de métiers. Et puis après, je me suis dit, avec ces gens-là, puisqu'en fait, on est ensemble, on est avec des gens qui sont maçons, là, ça commence avec, Ah oui, peut-être. avec des métiers. Ouais. Et donc, à un moment donné, j'ai commencé à écrire. La première fois, je faisais des rapports avec ce qu'était la file gauche. Je me suis dit, non, faisons pas ça. J'ai fait quelque chose qui est autonome, mais qui a des rapports extrêmement fins, Ouais. pas au premier degré, avec des métiers. Les entrelignes, l'introligne est Alors, plus importante que la ligne. Voilà, alors, par exemple, avec le galerie, j'ai mis le formateur, les formateurs. Tout est au pluriel. Non seulement sur les métiers, mais au pluriel, les métiers au pluriel. Et les gens au pluriel, c'est-à-dire un monde vaste. Et quand j'ai écrit ce texte, donc là, par exemple, il y a Rhapsode là, pour tous, Dieu sombre de la cité ciel, horloger, fleuriste, généalogiste, pied en cap, drapé de noir. Ça, c'est les textes que j'écris. Donc assez poétique, mais ça montre la concomitance. Et voilà le carnet, un carnet qui a été... Attends, montre-le parce que c'est magnifique. C'est un beau bleu. C'est pas la mer Noire comme ton tableau. Non, pas là, c'est pas la mer Noire. C'est... Il y a un peu côté Pratt qui fait d'aquarelle, je trouve. Alors, oui, mais le bleu, d'ailleurs, je fais beaucoup de bleu l'été, à cause de la mer. Oui. Donc, j'ai fait pas de chez toi, même du troisième. J'ai fait quand je vais me baigner, etc., quand je reviens chez moi, à l'époque j'étais à Saint-Cyprien, je faisais des carnets entièrement bleus. Ce sont des sortes d'eau, enfin, c'est comme une sorte d'eau dans laquelle j'étais bien, etc. Donc, voilà pour celui-là. Donc là, par exemple, et à la fin, il y a le jeans. Il y a le jeans, c'est bleu. Donc. Il y a le jeans de Joseph Beuys. Alors le jeans, il s'appelle La jambe d'Orwell.
le pantalon du 21e siècle. C'est extraordinaire, hein, comme l'icône du 21e siècle, le jeans. C'est Lévi-Strauss, mais pas l'anthropologue. Voilà, voilà. Alors voilà, par exemple, ça c'est bon, une chose. Alors après, je vais vous montrer quelque chose d'assez incroyable. Ah, c'est ça. Alors j'ai fait aussi dans mes livres à moi beaucoup de cuts. C'est-à-dire que j'ai pris des livres dans lesquels j'ai extrait des textes, comme celui-là. Ça c'est l'épervier de Maheu. Ouais. Ça c'est un livre dans lequel j'ai fait des cuts. Alors non seulement, là déjà mes trous. Alors je vous ai parlé tout à l'heure des trous. Là mon travail personnel, ce qui est pas. Donc j'ai fait ces trous pour qu'il y ait moins de textes dans lesquels que je puisse lire. Et donc. Un digest, comme on voilà, dit. Un digest. Et donc c'était plus difficile parce que nécessairement il n'y avait plus de lien. Il fallait sauter comme une barrière. Il fallait sauter de l'autre côté du trou. Alors on commence. Voilà, ça fait des ellipses, mais un peu brutales. Ben voilà, c'est exactement ça. Alors par exemple, quand je fais un truc comme ça, c'est quasi en entraînement, je suis comme un aigle. Je vois tout de suite. Tu fonds, enfin, pas comme la neige, mais comme un aigle. Par exemple là, l'épervier de Maheu, voûte caressante rentrée, le ciel rincé, ses signes rudes sous les cendres, point rouge, pâle et tranquille. Voilà, tout ça. Je sors. En fait, t'es comme les espions. Tu sais, t'as un code, voilà. Et tu poses. Ils utilisaient beaucoup la CIA, les Anglais utilisaient le Kama Sutra parce que c'était un livre interdit. Celui-là, donc ça, j'ai voulu garder tout ça pour. En fait, c'est de la pédagogie un peu toute bête, mais c'est les trous qui a été. J'ai vidé d'abord. Ça, c'est une éviscération. Une éviscération. Là. Ensuite, ce travail-là. En plus de ça, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est non seulement Alors par exemple, là, ça retombe, je vois bien, j'étais étonné par le monde, étonné d'être là. La seule chose qui ne m'étonnait pas, c'était précisément cette faculté d'étonnement, etc. Enfin, c'est des choses... Et donc voilà. Et quand j'avais fini ça, j'ai pris ça, ces carnets, et j'ai pris tous les textes qui ont été choisis par moi. D'accord. Que tu as réécrit. Non, je les ai pris au premier degré. Ensuite est venu ça. Voilà le livre. Ça, c'est le livre de cette aventure. Là, ah oui, il est sorti quand pour le coup? Celui-là, il est sorti il y a 6 mois. Est-ce qu'il est encore disponible? Parce que oui, il est encore disponible. Non, il est encore disponible. Et celui-là s'appelle De mémoire jalonnée. Donc celui-là, c'est le cut de. Et là, on le trouve. Voilà. Est-ce qu'on peut acheter sur ton site? Ah bah oui, sur le site. Bah oui. Est-ce qu'il y a des librairies aussi? Je sais que ça a l'air bizarre de voir des livres dans des librairies. Bon, déjà, ce qui me va bien, c'est que à Perpignan, ils ont acheté quasiment tous mes livres. Donc il y a au moins un livre qui est sauvé. La bibliothèque. Non, la bibliothèque. La médiathèque. La médiathèque, ils ont d'accord. 500, ils ont quasiment tous mes livres. Ah, c'est rassurant. Ah non, mais c'est Roger. Voilà. Mémoire. Bah, ça me oui, mais depuis la mémoire, que Roger voilà. Donc c'est pour ça que Roger vendait beaucoup. Et donc voilà, par exemple, le facsimilé de ce livre. Donc ça a commencé par... Alors par exemple, c'est pas pour rien que j'ai mis la première neige comme de l'éther glisse de la mémoire jalonnée, fin du monde. La neige, pour moi, c'est l'effacement. Donc c'est la mémoire blanche qui devient blanche. Oui, la mémoire blanche, évidemment. La page aussi. La page, Blanchot que j'ai lu, l'écriture blanche. Maurice, etc. À la fois poète. Vous voyez que tout ça, c'est géré. Oui, non, mais voilà. Moi j'aime bien parce que on se fout de l'apparence. Alors là, si on a un bon guide comme le lapin blanc pour revenir à Lévi-Strauss. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est ces signes là aussi très gros. C'est un peu comme une page, on dirait qu'une feuille a tourné, comme un drap qui est accroché. C'est assez poétique. Il y a un envol, il y a quelque chose qui s'envole. Voilà, il y a quelque chose qui s'envole. La pourpre. Donc voilà vous voyez, ça c'est un boulot. Là, vous êtes sur un truc comme ça. C'est une histoire de 1 mois, quoi. 1 mois de travail. C'est pas grand-chose par rapport à la qualité du livre, finalement. Oui, mais par exemple, la nouvelle médiathèque de Perpignan, elle vient à peine de sortir en terre, elle n'est pas finie. Oui, mais quand je fais une chose comme ça, c'est important de lire tout le livre.
Donc c'est pas une page comme ça pour faire bien. Oui, parce que tout a un lien. Le livre entier, il doit être lu. Sinon on ne comprend pas, c'est comme l'allemand, il faut attendre la fin de la phrase pour la comprendre. Oui, ah bah oui, les mots composés, bah voilà par exemple bah, tout ça, vous voyez que ça fait quand même beaucoup de choses oui, dans le désordre. Avec Alain, on est venu faire un petit carroyage de la première strate. On fait de l'archéologie, là. L'archéologie, la première strate au 3e étage, vous imaginez, pour arriver en bas, on ne fera pas direct parce qu'il n'y a pas assez de... Ce que tu dis de l'archéologie me fait beaucoup plaisir parce que j'ai fait des carnets et j'ai appelé ça mes icebergs. Donc l'iceberg, il n'y a qu'une partie. Pour moi, ce qu'on appelle le carottage, mes carnets sont une sorte de carottage de mes strates de pensée, de vol, d'accumulation, de regard, donc ce qui rentre dans ces carnets, qui constitue un gros bloc. Et donc évidemment, si je creuse, il y a mes premiers carnets, et puis maintenant il y a mes derniers, qui sont. C'est un travail énorme. Voilà, on tombe sur une logique. De temps en temps, mais qui n'est pas une logique, c'est comme en alchimie, si j'ose dire. Tu lis le texte, c'est quoi cette histoire mais en fait, tout prend sens à partir du moment où tu comprends la structure. Mais c'est le work in progress. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, que ce que j'ai fait sur le paysage, c'est pas pour rien que, par exemple, j'ai écrit à la géographie du livre, parce que j'ai fait un travail très très important avec des étudiants où je me suis. Parce que tu étais prof de Beaux-Arts. J'étais prof au Beaux-Arts. Mais à Metz. Donc à Metz, je me suis. Pas ici, jamais ici. Non. Et j'avais un poste de sémantique sémiologie. Ah donc, ouais donc, voilà. Donc tes potes avec Pierre, c'est... Oui, voilà. Donc je lisais beaucoup de choses comme ça, mais après ça... Et donc quand j'ai fait ce travail-là, avec les étudiants, ils allaient tous faire des tableaux, comme ça, ils regardaient ailleurs. Et moi, je suis un peu provocateur. Donc quand j'ai vu, dans un champ, j'avais vu une grande roue. J'ai dit, moi c'est là que je reste pendant 2 semaines. Je tourne en rond. Je tournais et j'ai fait ce qu'on appelle une table d'orientation, tout bêtement. Oui. Et donc, c'est pour ça que le paon, par exemple, il y a toute une légende qui fonctionne. Quand il fait le beau, il y a 100 yeux qui hypnotisent. Ça hypnotise le regard. Donc, j'ai travaillé sur l'image qui fait la roue. Donc, ça, c'est vraiment... Le politicien fait la roue aussi. Oui, absolument. Il en fait beaucoup. Et ça, c'est tout. Ce truc-là, ça m'a structuré. J'ai travaillé pendant 6 ans sur cette idée de ce qu'on appelle le work in progress, sur le paysage qui fait la roue. Et là, par exemple, il y a un truc qui est culturel, mais on en parle de temps en temps encore. En 1827, Jospin Saint-Hilaire s'en va à Marseille prendre livraison de la girafe offerte par un Mohamed Ali Pacha d'Égypte. Et cette girafe, elle a été trimballée dans toute la France, l'Europe. Ça a été tellement trimballé que, par exemple, à Berlin, où j'étais après avec des étudiants, on a fait des piédestals. On faisait monter la girafe pour que les gens puissent la voir. C'est du théâtre. Mais on faisait voir une nouvelle catégorie de choses que personne ne connaissait. Mais c'est merveilleux, ça je trouve vraiment extraordinaire. Le partage comme ça, c'est comme quand aujourd'hui on découvre un nouvel animal, ce qui est très rare, parce que maintenant on a beaucoup creusé. Au fin fond de l'Amazonie. Oui, on a beaucoup creusé, etc. Mais là, la girafe, c'était formidable. Et donc tout ce travail, c'était... alors voilà le travail. Voilà la roue que j'ai trouvée, le paon qui fait le beau, la roue qui fait le beau, et j'ai fait un travail très mathématique sur les angles, donc les roues. Mais tout ça, c'est des mathématiques. Ce qui nous entoure est mathématique. Oui, la structure du monde est mathématique. Oui. Donc, évidemment, il y avait tout ce qui ressemble à un cercle, dont le disque, le cercle vicieux. Et voilà, le machin pour se faire. Et voilà, donc j'avais fait une cellule, j'avais fait un tampon où j'avais fait la cellule du peintre chasseur. C'est-à-dire celui qui apporte les bonnes nouvelles. Donc je collectionnais, donc je montrais du doigt. Ce que j'ai fait avec mes étudiants, des choses expérimentales. Je dis, montrez quelque chose du doigt, dans la salle de dessin, il y avait une et vous dessinez sur le bout du doigt ce que vous avez vu. Ah d'accord. C'était une sorte de... Mais c'était fabuleux, il y avait des choses... Et donc ça, je l'ai fait. Donc il y avait des lunes. Donc par exemple, là, il y avait un paysage, et ce que je montrais du doigt, c'était un arbre. Je montrais du doigt une porte, je montrais du doigt un filet. D'accord. Et ensuite, j'ai peint les voilà ce que je montrais du doigt. Là, j'ai peint des miniatures ou des choses que je montrais du doigt. Et ce travail-là, il est sans cesse. Pendant 6 ans, j'ai travaillé ces endroits-là.
avec des extrapolations, en prenant de plus en plus le dessus sur le plan des idées. Et donc à un moment donné, ce que j'ai fait de mieux, c'est que ces lieux sont devenus des personnages. Mais je pensais, à ça j'ai eu l'idée en voyant par exemple une sculpture de Mayol, on appelait ça la Garonne. C'était un nu. Alors ça j'ai trouvé fabuleux, j'ai dit mais bon, puisque c'est la Garonne, moi je vais faire des méridiens. Donc j'ai fait des méridiens pour chaque lieu, il y avait 16 stations. Et chaque lieu avait un autre personnage. Donc c'est ce qu'on appelle des allégories. Voilà, des allégories. Voilà, des allégories par rapport au lieu. Donc ça a duré 6 ans. Mais c'est intéressant quand on travaille comme ça, il fallait pas que je recopie mes premières aquarelles, il fallait que je le fasse évoluer. Donc il y a eu un travail, par exemple, sur le rapport entre l'eau et le feu, les antagonismes. Sur la meule de foie. La meule de foie, c'est toute une histoire très belle. La première peinture, soi-disant abstraite, la meule, que les gens, qu'un intellectuel avait vu dans un bus, il y a toute une histoire très belle. Et il voyait une meule, il s'est dit, mais c'est formidable, parce qu'il n'avait pas associé à une meule. Après, pour peindre une meule de Monet, une meule de foie. Oui, une botte de foie. C'est un cube, la botte. Oui, mais à l'époque, la meule, c'était comme ça. Rond. Et quand Monet avait peint la meule, les gens ne pouvaient pas recevoir ça comme une peinture, c'était inintéressant en tout. C'est pour ça que le choc était intéressant, parce qu'on était loin des représentations d'un paysage. Voilà, on n'était plus dans un paysage, on était principalement dans la couleur. Donc c'est très proche, il y avait de la couleur, évidemment, à la Monet. C'était avant les cathédrales. Les cathédrales, c'est fabuleux, parce que c'est comme une montre, comme le temps, la lumière. Voilà, donc cette histoire-là, évidemment, c'est pour ça qu'il y a eu 16 meules dans cette série-là. Voilà le work in progress. Alors, meule, ça n'est pas un 103 SP, comme on disait quand j'étais jeune. Non, les meules, donc éventuellement, pour la documentation, je vous en montrerai. C'est la forme ronde du fromage aussi, une meule de fromage. Ah bah. C'est un disque, en français, finalement. Voilà le fromage. Enfin. Voilà. Ça, c'est l'œuvre que j'ai vendue au FRAC. Donc c'est un vrai FRAC de Metz. Ah. Et donc ça c'est un FRAC, il faut dire ce que c'est. Parce que... Le Fonds régional d'art contemporain. Ouais, c'est pas on perd son FRAC. Non, mais ils l'ont un peu perdu. Et donc ça c'est un vrai camembert, avec une vache, parce qu'en Lorraine il y avait beaucoup de vaches, le camembert. Et donc ce que je faisais... C'est normal le camembert. Oui, mais quand j'ai travaillé sur ce camembert, je prenais une portion. Ouais. On prend des portions de camembert. Comme je venais de travailler sur les portions de paysage, j'ai pris une portion. J'ai dit, cette portion, ça va devenir un châssis, qui est un triangle, qui avait exactement ma hauteur, c'est autobiographique. Et je regardais cette portion, et je montais dans mon atelier, et de mémoire, je faisais la peinture de cette portion. Le lendemain, je recommençais, je prenais une autre portion, c'est sur le désir. Quel est le morceau de gâteau que tu regardes? Oh, mais je voudrais ça où il y a une cerise dessus. Le désir, c'est un désir. La cerise sur le gâteau. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, j'en ai fait une série comme ça qui a été vendue. Et comme il y avait les vaches, je me suis aperçu qu'en fait, on est presque dans Lascaux, on retourne très loin avec la représentation de la vache. Et puis évidemment, toutes ces choses-là, là les cercles vicieux, les gens qui se tapent dessus, là c'est que autour du cercle. C'est très intellectuel, c'est à la fois visuel et très intellectuel. J'allais dire c'est réfléchi. Ah bah c'est réfléchi. Comme dirait un miroir. Là, la tour Madelorc, le plus beau point de vue sur la côte. C'est une portion, c'est un bout. C'est le plus beau point de vue, on a choisi ça. Donc ça c'est le problème du choix. Et voilà comment on choisit des choses, en tri, en ratisse, etc. Voilà ce que je vous disais du gâteau, le morceau le choix, le morceau de gâteau qu'on veut, quand on attrape un petit poisson, on le grandit. Qu'est-ce que tu as pris? J'ai pris ça, ou j'ai pris sur la quantité, slice, comme on dit, slice, et voilà par exemple donc tout ce travail sur les portions. Alors ça c'est embêtant, tu vois. Moi je biche, je parle parce que vous ne voyez pas Poitiers qui lui est tellement, il biche tellement qu'il en devient cerf. Non, mais parler de ça à la multitude, comme disait Jésus, ça devient compliqué. Absolument, voilà, on est en plein dedans, ça devient très compliqué. Mais fut un temps, on en parlait tantôt hors micro,
cette multitude était plus large, réduite mais large. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais par exemple, cette chose... Du temps de Féline, parce qu'il y a avant et après Féline sur notre calendrier. Cette chose-là, par exemple, pourrait être montrée dans son ensemble, parce que les carnets existent, les originaux, mais c'est de la pédagogie pure. C'est-à-dire que déjà, les choses en elles-mêmes, elles deviennent évidentes quand on met au mur le développé des choses. On s'aperçoit que ça tombe, il y a une pensée la pensée. La modélisation de la pensée. Elle est modélisée et elle évolue. Et on sait où elle va. Parce que là, c'est intéressant de voir où on va. Alors à Beaubourg, tu as été exposé aussi. Ce qu'on appelle le centre Pompidou pour les gens qui. Là, il y a le centre Pompidou de Metz, quoi. Mais non, c'est pas, parce que oui, c'est la version. Non, mais il y a des livres qui sont allés là-bas. Ouais. Il n'y a rien. De toute façon, pour y être, c'est une sacrée histoire. Il faut être un sacré courtisan à Paris. Pas que ça, il y a le problème. Aussi, hein, merde. Il y a le problème, ce qui est quand même intéressant de la musée, c'est que les mouvements artistiques, c'est pas rien. C'est pas rien. Ouais. Un mouvement artistique, c'est un syndicat aussi non, artistique. C'est important parce que ça pose la question de la rupture et de l'évolution des choses. S'il n'y a pas de rupture, il n'y a pas d'évolution des choses. Fatalement. On a besoin de reconstruire, et c'est souvent même une démolition de choses pour reconstruire. Support surface, par exemple, pour une histoire que je connais un peu, quand ils sont arrivés dans les Beaux-Arts, ils ont cassé toute la représentation figurative habituelle. Oui, c'est une déconstruction, comme on a parlé. C'est un peu comme Daesh à Palmyre, tu vois. La déconstruction la fameuse déconstruction de machin, d'un truc américain, oui. La déconstruction on dit maintenant du McDonald's. Ouais. J'aimais bien le mot. Mais c'est-à-dire, voilà. C'est très joli comme terme parce qu'on n'a pas dit une destruction. Oui. On déconstruit. Mais aujourd'hui, on déconstruit de plus en plus, mais pour des raisons écologiques, c'est merveilleux. Moi, j'ai assisté à ça quand j'allais chez ma sœur en Hollande. Avant nous, quand ils déconstruisaient une maison, on récupérait, on triait les matériaux. Maintenant, on commence à le faire. C'est magnifique. Sinon, tout partait ensemble, le ferraille, le machin. C'était épouvantable. Maintenant, d'ailleurs, quand on rentre à Comme les 2 tours à New York. À N, je suis émerveillé de voir la machin qui grandit, la colline, on déconstruit. C'est très beau cette idée. Ah oui, l'image est jolie. Non, mais parce que rien n'est à jeter. On récupère un tas de matériaux. Oui, mais quand tu parles de déconstruction maintenant, on va dire néo-féministe, pour le dire vite, oui. T'es un rebut pour le coup, parce que t'es pas réutilisé. Non, mais Richard habite proche d'une déchetterie. Oui, moi je suis proche. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Là, pas loin du tout, je suis à 200 mètres. D'ailleurs, ça il faut peut-être pas le dire, j'ai jeté beaucoup de livres. Ah merde, j'aurais pu les livrer. Non, mais j'en avais trop. Avant de venir venu trop tard. Non, mais avant de venir ici, ça a été terrible. Oui, tu parles de 2004. Vous avez vu mon stock en bas, psychologiquement, c'est dur à porter. Il faut le porter. Mais à ce moment-là, pourquoi pas le donner à la médiathèque? Mais la médiathèque, ils ont tous les. Ils ont acheté. Tu as aussi une médiathèque ou une bibliothèque dans tout le département. Oui, mais il faut aller les voir, leur expliquer. Il y a des grandes chances qu'ils fassent l'amour, qu'ils se disent, mais Claude Massé a terminé à Bègle. Parce que le maire Jean-Paul Alluy, non, je connais l'histoire. Oui, je sais que tu le connais, mais j'explique qu'on a raté des tas de choses. C'est un projet de livre qu'on a avec Pyrénées-Orientales, les réussites auxquelles vous avez échappé. Et donc le musée Claude Massé, qui aurait dû nous revenir, avec les patotes, il se retrouve à Bègle. J'ai rien contre les Bordelais, mais... Oui, sauf qu'à Bègle, il est dans une logique. Il est dans la logique de l'art pauvre, de l'art... L'art des pauvres. Il y en a par exemple aussi beaucoup de massés très importants à Montpellier. Ouais. Au musée, je ne sais plus comment il s'appelle, un musée de... Il n'y a pas un musée d'art brut? Oui, là, mais à Montpellier, il y en a très important. Quand on a été le visiter d'ailleurs avec Claude Massé, donc c'est le fils de Fernand Joseph, qui était un très grand Fernand Michel, qui était un très grand metteur en espace du livre. Il a fait des reliures extraordinaires. C'est lui d'ailleurs qui a relié ma thèse de jeune étudiant à Montpellier. Par exemple. Mais toi, finalement, tu pourrais aussi avoir ta propre maison, de ta rétrospective, de ton œuvre.
Tu Oui, pourrais parce que c'est ton musée en même temps que oui, elle est ici. Elle est ici, c'est chez toi. Oui, mais à part nous, il y a pas de gens qui vont la visiter. Mais par exemple, ce que tu me dis, c'est... Tu n'as pas envie de devenir une attraction? Non, non, non. Ce que tu dis, je le fais pour mes... Oui. Quand je me suis aperçu que mes livres, par exemple, que j'ai fait à titre personnel depuis que je suis ici, qu'il y en avait beaucoup, je ne savais pas que j'en avais fait autant. Parce que pour moi, c'est tellement naturel. Quand je me suis aperçu que j'en avais fait plus d'une centaine, là, c'est mon travail actuel. J'ai commencé à les regarder et à refaire une édition à un exemplaire pour moi. C'est mon musée. Que si c'est mon musée. boulanger, un exemplaire. Tu ferais une mais parce que j'ai expurgé. Non, mais parce que je l'ai amélioré. Ouais. C'est comme, j'aime beaucoup l'idée d'un moteur avant on écoutait à l'oreille, on disait tiens, il y a un truc qui tourne par rond. Donc mes éditions, je vais juste en montrer une par exemple pour montrer l'importance. Un livre à un exemplaire, c'est quelque chose de, pour moi c'est extrêmement important. Là, par exemple, voilà des livres par exemple, qui ont été rendus publics en petit format pour que les gens, ça fait le quart, la moitié, même plus du format pour que ce soit accessible. Bon, j'en ai vendu, mais pas, bon, ça n'a pas été. Souvent, justement, l'idée d'éditer pour mon travail personnel, je fais un certain nombre et quand j'en ai plus, je réimprime. Je fuis le stock parce qu'avec tout ce que j'ai sur le dos, j'ai pas envie d'en faire une centaine. Donc alors là, ils sont à un exemplaire, voilà. Donc ça donne. Et j'ai choisi le livre, il est déjà, il n'est plus comme il était le petit. C'est une sorte de célébration améliorée du petit, un exemplaire pour moi. Donc ils sont signés, numérotés, enfin, exemplaire numéro 1. Voilà. Et pour le moment, il y en aura un seul. Alors on ne va pas tout dire parce qu'on y passerait. Celui-là, il est. Bon, j'ai rejeté en 2 mots. C'est bon. Alors par exemple, celui-là, ça c'est un travail aussi assez important pour moi. J'ai toujours travaillé sur les triangulations. Voilà. Sur les chambres, sur les. Comme si. Les espaces. Sur les espaces. Voilà, sur des espaces parce comme que ça. La triangulation, c'est avec 2 points. Avec des points. On trouve le troisième dans l'inconnu. Voilà, sur la table, voilà, sur des éléments comme ça. Voilà, celui-là, il est comme ça. Bah, pas trop vite parce que on voit des pages blanches à cette distance. Tu vois. Voilà. Là, par exemple, voilà le. Voilà. On dirait, tu sais, la chambre de la pyramide. Ça, par exemple, ça c'est là pour moi, par exemple, tout bête. Ça, c'est un box, D'accord. Tu vois, moi, j'y vois la chambre funéraire de ce qui aurait pu être celle du pharaon. Quand tu vois des boxeurs. Ça, tu vas aimer, toi. Ça, c'est un documentaire, oui, du. Ah voilà, le film. On voit la croix de Lorraine. Il y a... la croix de Lorraine, et puis ça, c'est pas mal. Les scrupules n'étouffent pas le faux prêtre. Ça, c'est un extrait d'un film. Ouais. Ah, bah oui. Tu vois. Genre, de loin. C'est Gabin. Gabin, oui. Voilà, c'est ce qui me semblait. C'est là, avec De Funès, quand il est au château ou... Oui, un histoire. Je peux le. Voilà, par exemple, un livre. Donc le tatoué, ça s'appelle. Ouais. Voilà. Alors, donc voilà, il y en a comme ça, il y en a toute une pile, il y en a chaque fois un seul. Donc, alors, Richard, on s'est promis de revenir régulièrement, etc. On ne va pas tout dire. J'ai une dernière question. Alors, tu as un site, avant de donner le site et où de contacter, machin, tout ça. J'ai eu une discussion il y a peu avec le président du MI sur le tourisme, donc, puisque c'est l'hôtellerie. Moi, j'ai une théorie, c'est qu'on vient dans un endroit parce qu'il est singulier, donc la culture est le moteur qui tire le char. Et lui, il m'a dit, non, mais les gens ne viennent pas s'approprier la culture d'un endroit. Et toi, t'en penses quoi? Je pense qu'il y a toujours des choses intéressantes qui se passent à partir du moment, et d'ailleurs, je dirais qu'on a peut-être abusé, mais en même temps, c'est normal. On a abusé de la ficelle des gens d'ailleurs qui sont venus ici, des gens très importants. Évidemment, comme ils sont très importants, ils ont amené beaucoup ici. On peut dire qu'ils plient, mais les gens le savent. Non, mais par exemple, le musée d'art moderne de Céret, tout ça, c'est construit Picasso, à partir de ces rencontres. Matisse, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fin de compte, d'accord, ces gens-là existent, mais ils n'ont pas tant que ça influencé les artistes, je parle. Ils ont amené beaucoup au public, mais les artistes,
ils n'ont pas tenu compte de ça. Pour moi, c'est un peu une déception. Pour moi, c'est une déception de voir que des gens sont venus. Ils ont amené la clé pour ouvrir un nouvel espace. Et cet espace ne s'est jamais ouvert avec les artistes, avec d'autres. Oui, ils sont restés du monde. Non, voilà, ils sont restés dans un cocon. Évidemment, ils ont quand même, ça les a titillés, puisque il paraît que tout le monde est venu ici, etc. Ça les a titillés, ça les a aidés à faire connaître leur travail. Mais leur travail, à mon avis, ne s'est pas assez nourri de ces rencontres fabuleuses. Pour moi, ça c'est extrêmement important parce que bon, quand j'étais enseignant, mon travail, j'ai fait tout un travail sur les mouvements artistiques. Les mouvements, pour moi, c'est extrêmement important. Mais ça ouvre sur des univers. Hein. Voilà. Bah oui, voilà. Mais alors, où on peut te trouver, je parle sur la toile. J'allais dire sur la toile, mais sur la toile, pas sur la toile. À Voix Édition, c'est à voixédition.com, un site. Voilà. Et puis, bon, pour le reste, t'es pas sur Instagram ni sur Facebook? Non, Instagram, j'y suis, mais je mets à Facebook, oui. Facebook, oui. Instagram, ça me fait trop. Ça me fait deux choses. Puis Instagram, ça ressemble un peu à un book d'artiste. On met les œuvres. Moi, c'est pas, j'ai besoin de parler, enfin, de faire un commentaire, d'expérimenter. C'est une sorte, pour moi, Facebook, c'est plus un blog que pour moi, autre chose. Mais tu mets pas ce que tu manges. Alors, non, je fais ça, mais je suis dans les restaurants, c'est aussi pour les repas. Bien. Richard Meyer, merci. On reviendra parce qu'on n'a pas épuisé, et toi, et ta maison, ta femme, les gaufres et le café. Mais merci de nous avoir accueillis. J'espère que je ne vous ai pas épuisé parce que mon verbe part un peu dans tous les sens. Mais c'est bien, là on a un document historique pour peu que ça intéresse des gens. Dans tous les sens. Voilà, malheureusement. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça.